I still stay in lots of hotels where they are trying to get me to reuse my time. Pardon? All they need to do is change the word on the thing. Alors, est-ce qu'on peut commencer? Est-ce qu'on a une... Non, encore un instant, d'accord. On y est presque. Alors, vous avez été très attentifs ce matin. Je m'adresse évidemment aux partenaires dans la salle, aux participants. Dans quelques instants, la parole sera à vous pour qu'on puisse poursuivre cet échange fort intéressant. Moi, j'apprends beaucoup moi-même ce matin. Je voudrais souligner la présence avec nous de M. Poetti, qui je pense qu'il est en arrière dans le coin. Je ne le vois pas avec la colonne. M. Poetti, ministre des Transports. Alors, je vous souhaite la bienvenue. M. Poetti va faire les remarques de clôture de cette demi-journée tout à l'heure. Et aussi, je souligne la présence de M. Arcan, qui est ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, qui va venir prendre la parole. Alors, M. Arcan, je vous invite à venir devant. M. Arcan, qui est maintenant, évidemment, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, comme je vous le disais. Mais je vous souligne que M. Arcan, alors qu'il était ministre de l'Environnement, on a travaillé, évidemment, beaucoup avec lui chez Équiterre. Et c'est, entre autres, M. Arcan qui a inauguré la Maison du développement durable il y a maintenant 3 ans et demi. Alors, c'est un grand plaisir de vous céder la parole, M. Arcan. Merci. Merci infiniment et merci beaucoup, Sydney, pour cette initiative qui est très importante. J'en profite évidemment à mon tour pour saluer mon collègue Robert Poetti, le ministre des Transports. J'aimerais également souligner la présence de M. Daniel Breton, qui est l'ancien ministre, un ancien ministre de l'Environnement au Québec, expert dans le domaine automobile, entre autres, et également la présence de M. Schnob, qui est ici également de la Société de transport de Montréal. Distinguished guests, distingués invités, it is a pleasure also to see you here today. C'est avec donc grand plaisir que je participe aujourd'hui à cette table d'experts consacrée à l'enjeu de la décarbonisation des transports. C'est la 3e organisée en vue de l'élaboration de la future politique énergétique du Québec. Depuis le début de notre démarche de réflexion, nous avons eu l'occasion d'entendre plusieurs experts, des représentants des groupes intéressés à s'exprimer sur toute la question des enjeux qui sont liés, évidemment, à l'efficacité, l'innovation énergétique et aussi, bien sûr, sur les énergies renouvelables. Plusieurs de ces éléments de réflexion ont été soulevés au cours des 2 rencontres. La première table d'experts, je vous le rappelle, a permis de constater que nos efforts en efficacité, innovation énergétique ont des retombées en matière d'économie, d'énergie, des réductions de gaz à effet de serre, mais également en matière de développement économique, il va sans dire. Dans le secteur du transport, pour avoir été impliqué dans le secteur de l'environnement, ça représente un défi très important. Il est aujourd'hui possible d'imaginer un futur où des véhicules électriques intelligents seront la norme plutôt que l'exception et auront la capacité de se recharger par eux-mêmes à des bornes de recharge dispersées partout sur le territoire. Déjà, nous travaillons avec Hydro-Québec, des partenaires privés, et on parle évidemment à l'intérieur du réseau d'Hydro-Québec, on parle déjà du circuit électrique et de la présence d'à peu près 500 bornes au Québec. Et j'ai eu l'occasion d'inaugurer il y a quelques mois déjà des bornes sur l'autoroute 40. Nous aurons également des suivis qui seront faits sur l'autoroute 20 également. Donc, nous aurons nos 2 principales autoroutes électriques bientôt en opération au Québec. Plus concrètement, les échanges que nous avons eus également nous ont permis d'affirmer l'importance du rôle que notre gouvernement doit jouer en matière d'efficacité, d'innovation énergétique. Je vous rappelle qu'à la Commission des enjeux énergétiques, on avait parlé, entre autres, d'un des éléments qui s'appelait, évidemment, la maîtrise de notre énergie.
Et ça, c'est un élément majeur. Les experts se sont également entendus sur l'importance qui doit être accordée au développement d'une vision à long terme, à l'élaboration d'objectifs clairs, à la mise en place d'un cadre réglementaire adapté, au soutien adéquat à l'entrepreneuriat, une reddition de comptes transparente et au développement de moyens et d'outils pour transformer les marchés vers des énergies propres. Maintenant, lors des échanges qui ont porté sur les énergies renouvelables le mois dernier, les experts se sont entendus pour dire que les bioénergies peuvent être un moteur de développement puissant, tant pour améliorer la balance commerciale que pour favoriser le développement régional, tout en contribuant, bien sûr, à nos atteintes d'objectifs, de cibles en matière de réduction de gaz à effet de serre. Nous sommes tout à fait conscients qu'il est important pour le gouvernement de définir une vision claire qui tienne compte de ces diverses énergies existantes, de fixer des objectifs réalistes et d'élaborer un ensemble de stratégies pour atteindre les objectifs qui seront fixés. En matière d'électricité, nous avons plusieurs défis, notamment la gestion de la demande en période de pointe, ainsi que la gestion de l'énergie excédentaire, l'électrification des transports, combinant équipement d'accumulation, gestion de la recharge différée dans le temps et consommation d'électricité peut représenter une solution de choix pour ces deux défis simultanément. Donc aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour réfléchir aux enjeux qui sont liés à la question de la décarbonisation des transports. Il y a quelques mois, j'étais d'ailleurs ministre responsable des Laurentides et de Lanaudière. Toute la question de l'étalement urbain et toute la question du transport, j'ai eu l'occasion de le vivre de très près parce que ce sont des régions, évidemment, en pleine croissance au Québec. Et là, il y a des solutions imminentes qui doivent être, à mon avis, apportées sur ces questions-là. Nous sommes donc rassemblés aujourd'hui pour réfléchir aux enjeux qui sont liés à cette question de décarbonisation des transports. En ce domaine, il est clair que le Québec se doit d'agir. Et comme vous avez pu le constater depuis ce matin, les enjeux relatifs à la décarbonisation des transports suscitent de nombreuses interrogations. Parmi ces interrogations, il y a quelques questions qu'il est important de poser. Premièrement, à l'horizon 2025, quelle source d'énergie le Québec devrait-il privilégier pour le transport des personnes et celui des marchandises? J'avais l'occasion de rencontrer les manufacturiers automobiles il y a quelques semaines sur ces questions-là. Je leur disais, est-ce que, par exemple, je vois de plus en plus de manufacturiers qui utilisent l'hydrogène? Alors là, j'ai demandé, est-ce que c'est un phénomène californien ou c'est un phénomène qui risque de s'étendre ailleurs? Et la réponse des manufacturiers était, bon, nous, we are technology neutral. Alors nous, si vous me dites que c'est les batteries, si vous me dites que c'est l'hydrogène, si vous me dites que c'est d'autres formes, nous, on fait ce que les consommateurs veulent et nous n'avons pas d'opinion sur ces questions-là. Autre élément, quelles sont les mesures susceptibles d'influencer le comportement des automobilistes et des entreprises afin de les inciter à une utilisation efficace et économe de l'énergie pour les déplacements et le transport des marchandises? Le Québec devrait-il, à l'instar d'autres États, viser à devenir carboneutre vers le milieu du présent siècle? Autre question, quel potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre peut-on espérer par l'application de nouveaux modèles de planification urbaine ou de nouveaux modèles de déplacement au moyen de véhicules intelligents? Évidemment, sans encourager l'étalement urbain. Voilà donc autant de questions que le Québec est appelé à répondre. Je compte donc sur vous pour poursuivre la réflexion, proposer des pistes de réponse. Et en terminant, je tiens à vous rappeler qu'avec la démarche de réflexion que nous avons amorcée cette année, nous avons à cœur d'assurer une cohérence gouvernementale. D'ailleurs, la présence aujourd'hui de mon collègue Robert Poëti, le ministre des Transports, et également l'implication de mon collègue David Hurtel, ministre de l'Environnement, du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, en sont certainement une illustration. De plus, également, la cohérence de cette démarche ne serait pas atteinte sans une participation assidue des citoyens lors des rencontres. C'est pourquoi je tiens à remercier les citoyens qui sont présents aujourd'hui. Je suis certain que grâce à l'expérience des experts et des partenaires qui sont réunis ici et sur la base des opinions qui sont formulées ce matin, nous aurons
beaucoup de matière à se mettre sous la dent pour mieux préparer l'avenir énergétique du Québec. Merci infiniment et bonne journée. Alors, merci beaucoup, M. Arcan. Vous nous avez déjà lancé de bonnes questions, et je suis certain que dans la salle, vous en avez aussi. Alors, on va maintenant amorcer cette période d'échange entre nous et avec les panélistes. Donc, encore une fois, je vous rappelle les règles. Imaginez que vous êtes en train de préparer un tweet et que donc votre intervention doit être la plus concise possible. Vous pouvez faire à la fois des commentaires. Il y a toutes sortes de représentants des différents ministères dont M. Arcan a mentionné qui sont dans la salle, qui prennent des notes. Et je vous rappelle que vous êtes enregistrés pour la suite des choses. Et donc, vous pouvez faire des commentaires et vous pouvez aussi interpeller nos panélistes, leur poser des questions. Alors, je crois qu'on a une première question ici. Oui. Peut-être vous présenter aussi. Jean-François Lefebvre, donc chargé de cours au département d'études urbaines de l'UQAM, mais je suis ici en tant que représentant du groupe de recherche appliquée en macroécologie, le GRAM, donc qui est une ONG indépendant qui travaille sur ces questions-là depuis 25 ans. Donc, mon commentaire, c'est, je pense, de tout ce qui ressort, on a vu comme un tiré de points de vue, je pense, un en parallèle, mais je pense que le mot qu'il manque, c'est de dire la concordance entre les politiques. En fait, il y a deux choses, je dirais, qui manquent, là. Le fait d'avoir une concordance entre les politiques. Je vais donner un exemple bien simple, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Dans mon tweet là-dessus, ça va être juste parler. On a adopté le PMAD, Plan métropolitain d'aménagement et de développement pour Montréal, et on a le projet de Pierrefonds-Ouest qui, actuellement, est complètement à l'encontre de tout type de planification de type TOD. Donc, on a vraiment un recul, là. Donc, c'est en train de passer sous le collimateur. On a un exemple. Et l'autre exemple, pour terminer, ça serait de dire l'enjeu, je pense, sur lequel on n'a pas souligné beaucoup. Il y a juste M. Littman qui en a abordé un peu. C'est un petit peu appuyé, mais je pense qu'il faut aller plus loin. C'est toute la question de l'éco-fiscalité et de l'utilisation de la fiscalité, OK, dans la mesure où le seul pays en Europe, bon, j'ai comparé pour mes recherches 37 pays, le seul qui a réduit de 18 sa consommation de carburant en 10 ans, c'est l'Allemagne. Comment? Suite à la réforme écologique de la fiscalité qu'ils ont faite de 1998 à 2003. Donc, et si on regarde au niveau canadien, bien, c'est la Colombie-Britannique actuellement qui se démarque. Donc, j'aimerais que M. Littman, justement, approfondisse un peu sur l'utilisation de la fiscalité, que ce soit dans les stationnements, que ce soit au niveau de la réforme fiscale de la Colombie-Britannique, aussi peut-être la présenter. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui n'en ont jamais entendu parler. Alors, je rappelle aux panélistes que on vous demande de courtes réponses pour qu'on puisse faire participer le plus de monde possible. Donc, M. Littman, voulez-vous répondre? Do you want to answer the question? Certainly. Okay. Il y a un délai, évidemment, dans la traduction. If I understand it correctly, and so you can correct me if I'm wrong. I want to say that there's actually very good news that most jurisdictions in the world that I know of are doing some things, especially most cities, most municipal governments are doing some things to encourage more efficient transportation. And British Columbia is doing some things, including improving public transit service in the large cities, and it does have a carbon tax. There are a lot of things that British Columbia is not doing. Quebec is doing some good things, especially with regard to electrification. And this is actually good news. There's much more that Quebec could do to encourage efficient transportation. So I do think there are opportunities, and I think it is very useful to look internationally. If you wanted a good example of a country that is, I think, a leader in the world, and you can tell me if you disagree, it's Norway. Norway is a major petroleum producer, but they're smart enough that they are encouraging. They have very strong energy conservation policies,
for their residents. So Norway, despite the fact that it is a major petroleum producer, has one of the world's highest fuel taxes. Why do they do that? Why should Norway have a high fuel tax where most other countries, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Liberia, Venezuela, other countries that are major petroleum producers, they have very low fuel prices. Why does Norway keep their price high? Well, for one thing, because it increases system efficiency. So people in Norway use public transit and they walk and they bicycle more than in almost any other country, any other affluent country. So they are successful in encouraging efficient lifestyles. This is where I think we need to, if we want to market transportation efficiency, I think we need to think in terms of efficient lifestyle. The other thing, so Norway has a very efficient cities. The other thing that Norway does by having very high fuel prices is they have more product to sell overseas. As a result, Norway has one of the highest wealth, per capita has one of the greatest wealth, and they have a legacy fund that is the second largest investment fund in the world. They have a legacy fund of about $1 trillion. Why do they do that? Because they encourage conservation and they take the savings and they reinvest it in business. Okay. And this is the model that I think other countries in the world should follow. So I think emphasizing efficiency. we're at the length of more of a Facebook post than a Twitter. So let's try to aim between the two. And so just pour qu'on puisse s'assurer que tout le monde puisse faire des commentaires, je vais prendre 2 commentaires à la fois, puis ensuite je vais demander aux panélistes de répondre pour qu'on puisse fouler puis s'assurer qu'on fasse parler le plus de monde possible. If that's okay, Mr. White. Okay. Donc, Monsieur Bourque. Oui, bonjour, Philippe Bourque du regroupement des conseils régionaux de l'environnement du Québec. Aujourd'hui, on parle évidemment d'une chose importante, c'est le changement. Et le changement, on sait que c'est difficile. Monsieur Robert en a parlé, je pense que c'était éloquent. Tout le monde est pour que les choses changent, mais en autant que nous, on n'ait pas besoin de changer quoi que ce soit. Donc, on veut profiter du changement sans qu'on ait à y participer. Et donc, ça me ramène à c'est toujours la même question, c'est-à-dire qu'on connaît très bien les problèmes auxquels on s'adresse aujourd'hui. On a beaucoup de très bonnes intentions pour faire face à ces problèmes-là. On connaît les solutions, il y en a des multiples, mais on n'arrive pas à réaliser ces intentions-là. On n'arrive pas à les exécuter, en tout cas pas à la hauteur et à la vitesse que ça serait nécessaire. Donc, je pose ma question à Mme Marchand et à M. Lindemann. Ça serait quoi les 3 ingrédients magiques, clés, peut-être pas magiques, mais les ingrédients principaux qu'il faut mettre de l'avant si on veut réussir et réaliser nos intentions? Excellent tweet. Donc, vous préparez vos réponses. On prend une autre question pendant que vous réfléchissez aux réponses et ensuite, on va passer aux panélistes. Allez-y, monsieur. Oui, alors Jean-François Samré, président directeur général de l'Association de la production d'énergie renouvelable. Alors, ma question, on va partir de M. Lippmann sur la Norvège. La Norvège qui s'est donné une politique de transport électrique qui s'est fait confirmer avant-hier par l'Union européenne qu'elle pouvait y aller. Il y a sa voisine, la Suède, qui a décidé d'y aller avec le biogaz et son autre voisine, qui est la Finlande, qui a décidé de se donner une cible sur les biocombustibles et qui a mis la première raffinerie de biodiesel à partir de biomasse forestière qui s'est mise en opération il y a 1 mois. Donc, ma question, elle est, est-ce que, vous avez posé, où serons-nous en 2025? Est-ce que c'est au marché de répondre ou est-ce que c'est à l'État de dire, voici où je veux être? Et, mesdames, messieurs, du secteur privé et du secteur de la recherche, venez, amenez-nous les solutions, nous sommes preneurs. Voici la question. Excellente question. Donc, on commence par M. White. Okay. Just wanted to comment on the UAE
and their use of energy. They have the Abu Dhabi has 8% of the world's oil reserves, 450,000 Emirati, and they invest in solar and nuclear power because for residential and industrial use, because they can sell the oil elsewhere. So, in a sense, they're doing something similar in a different way to Norway. And did I say their sovereign fund was $800 billion? We all wish we had that. Madame Marchand? Je continuerai sur M. White. Ces deux pays ou ces deux ensembles de pays font ça, mais ce que ça veut dire, c'est qu'ils exportent leurs émissions de carbone. Parce que s'ils peuvent vendre plus de carbone dans des pays qui, eux, n'ont pas de mesures qui visent la réduction, ça veut dire qu'ils exportent leurs émissions de carbone. Je m'excuse, je suis un peu sarcastique. Vous avez voulu, dans l'intérêt de la brièveté, vous avez demandé 3 facteurs. Moi, je vais vous dire que, puis on s'entend, mon collègue et moi, puis je vais le dire en anglais, money talks. C'est le prix et c'est la façon, vous avez parlé de l'écofiscalité, c'est par une compréhension de comment le prix affecte les comportements tant des entreprises que des individus et en jouant sur le prix de tous les éléments qu'on a le plus de chances d'avoir des changements comportementaux. J'ai beaucoup de respect pour les campagnes d'information et de sensibilisation, mais tant que ça ne touche pas le portefeuille tant des entreprises que des individus, de façon punitive comme de façon incitative, j'ai le malheur d'être à la fois économiste et urbaniste, et là, c'est l'économiste qui l'emporte. Donc, money talks. Money talks. Monsieur Hooper. And I'll just add one additional comment beyond money is market access. I brought this up earlier, and it's imperative that there is market access into the fuels market as well as the grid for low-carbon alternatives. And so that's an act of government, and it requires a regulatory tool. Excellent. Alors, on passe aux 2 prochaines questions. Monsieur, allez-y. Bonjour, Pierre Gauthier avec Air Liquide. En support des commentaires de M. Hooper et aussi de Mme Lampron, les véhicules électriques, bien entendu, sont des véhicules qui sont munis de batteries, mais aussi, on le voit de plus en plus avec les annonces des fabricants, de piles à combustible qui fonctionnent à l'hydrogène. Et pour l'électrification du transport, tous ces véhicules électriques-là vont faire beaucoup pour l'amélioration de ce qui se passe dans le monde. Bien entendu, le Québec est bien placé parce qu'avec tout le travail qu'Hydro-Québec a fait en électrification du transport, sur les batteries, le travail que les gens de Tesla ont fait, c'est extraordinaire. Mais il ne faut pas oublier aussi que le Québec est très bien placé pour l'hydrogène décarboné, parce qu'on parle toujours d'hydrogène carboné, mais il y a de l'hydrogène décarboné aussi. Et avec l'Institut du Québec, par exemple, l'Institut de recherche sur l'hydrogène à Trois-Rivières, on a fait beaucoup de boulot dans les 10 dernières années. Donc, le Québec est archi bien placé pour l'électrification du transport, pour les 2 modes technologiques qui sont utilisés dans les véhicules électriques. Et une question, bien entendu, d'un grand transporteur public ou privé, Air Liquide, à un autre, M. Robert. Comment va le programme du GNL avec le groupe Robert, étant donné que vous aviez eu des mauvaises nouvelles sur les moteurs, les fabricants de moteurs qui ont laissé un peu tomber le programme? Comment ça se passe et quels sont vos commentaires ou vos premiers commentaires sur les succès du programme? Alors, on va prendre la 2e question, puis ensuite la parole sera à vous, M. Robert, pour commencer à répondre. Donc, monsieur. Oui, mon nom est Simon Doré, je suis PDG de Inoltech, fabricant de biodiesel et de biolubrifiants. Ma question est, dans une éventuelle politique sur les biocarburants au Québec, comment cette politique devrait être structurée et qu'est-ce qui doit être inclus dans cette politique? Et puis, qu'est-ce que cette politique pour les biocarburants pourrait ajouter par rapport au système de plafond et d'échange des droits d'émission au Québec et par rapport à la réglementation sur les carburants renouvelables du Canada? OK. Sans doute une question pour M. Hooper, entre autres. Peut-être qu'il y aura d'autres intervenants. Donc, M. Robert, vous vouliez répondre, je pense, au premier intervenant. Écoutez, il est un fait que, en fait, le fabricant, la technologie Westport, comme vous savez, qui est une technologie canadienne, ces gens-là vivent toujours et l'entreprise survit. Et ce sont les OEM, c'est les fabricants de camions, qui, eux, ont choisi de ne plus installer le moteur
qu'on appelle avec la formulation HPDI. Et on travaille fort actuellement pour le faire et pour le faire changer cette politique-là des OEM. Pourquoi? C'est toute une question d'économie. Et il faut voir beaucoup plus grand dans cette question-là. Si vous êtes un fabricant, on peut les nommer, là, ils sont publics. Exemple comme Packard, qui est propriétaire d'une marque de camions, Peterbilt, Kenworth, mais aussi DAF en Europe, qui produisent des moteurs. Ils viennent de dépenser je ne sais pas combien de millions, je dirais des milliards, pour une nouvelle génération de moteurs qui s'appelle les moteurs MX, qui rencontrent les normes de l'EPA et pour lesquels ils ont dû investir dans des usines pour les crankshafts, pour les moteurs, les blocs et ainsi de suite. Ces gens-là, ils font la promotion de leur moteur avant de faire la promotion d'un moteur d'une autre entreprise. Fait que faut-il s'étonner que ces gens-là se donnent une priorité à eux? Il ne faut pas s'en étonner. Peut-être que le choix d'avoir utilisé Packard initialement était un mauvais choix, mais ce n'est pas un choix que moi, j'avais un pouvoir de décision dessus. Ce qui est triste, c'est qu'on avait, une alternative qui était Volvo, qui, eux, ont fait à peu près toutes les démarches, puis étaient rendus à un point. On a même roulé avec les camions. Les camions étaient fonctionnels. On a passé une semaine en Caroline à rouler avec les moteurs et ça fonctionnait absolument très, très, très bien. Mais une entreprise comme Volvo, vous le savez peut-être qu'actuellement, il y a une récession en Europe qui a fait que les ventes de camions ont diminué et ainsi de suite. Et eux se cherchaient un incitatif pour essayer d'arriver avec un nouveau produit. Puis ont décidé de transférer la production des moteurs avec HPDI, des emmener en Europe. Fait qu'il est certain qu'on va y voir revenir. Mais par contre, moi, si j'ai une réponse, là, puis une réponse Facebook là, ou peut-être tweet, là, c'est de dire il faut que nos gouvernements soient conscients que l'EPA américain n'est pas nécessairement uniquement la source de référence en matière d'environnement. Il y a aussi en Europe une chaire de l'environnement qui utilise des caractéristiques et des normes totalement différentes. Et demain matin, on parle de libre-échange avec la France, avec l'Europe, mais mot t'a dit, il va falloir qu'on pense aussi la capacité d'importer des véhicules européens de nature européenne dans lesquels on va pouvoir importer ces camions-là au gaz naturel. En attendant, on essaie, et nous, on n'a pas lancé la serviette, on travaille avec d'autres options et c'est pas une question de ne pas vouloir les dévoiler, c'est tout simplement qu'on veut les mettre à l'épreuve. Mais oui, on continue dans la promotion du gaz naturel sous forme LNG. Et dans la prochaine année, on va avoir fait des tests avec des nouvelles technologies. Et écoutez, on n'abandonne pas, on n'a pas lancé la serviette. Et au contraire, notre consommation cette année, on est rendu qu'on utilise environ 6 % de notre flotte de toute notre consommation totale est du LNG. L'an prochain, on souhaite que ce chiffre-là soit 10 %. Donc, ça veut dire qu'il y a une évolution, oui, il y a une implication, et oui, on continue, et on ne lance pas la serviette. Mais je trouve ça triste qu'on dépende des fournisseurs des camions pour nous imposer le produit qu'ils veulent nous vendre, et non pas ce qu'on veut acheter. Merci. Merci. Monsieur Hooper? Okay, so it's a question around biofuels policies. I've already mentioned market access, and so I won't repeat that side of the coin, but the other side of the same coin is creating competitive returns, market returns. So where biofuel and low-carbon fuel production plants are located are in jurisdictions that have the least risk and the best opportunity for economic success. And so the drivers beyond the access piece, the RFS or LCFS, have been capital investments to leverage private investment with public investment. Europe and the U.S. have been very successful at deploying those to build plants. And then once those assets are in place, to make sure you get the economic returns in the early years where your risks are manifest are either production credits or use credits or a combination of the both and of the two. And I mentioned that the Western provinces have been deploying those as well as the federal government. But it's very critical. So Quebec's got an opportunity now. We've got
very low carbon biodiesel assets. We've got Enerchem with its cellulosic ethanol platform. These need to be successful. So the market needs to demonstrate demand and operating returns on those so that the second generation and the more advanced technologies can successfully be attracted to Quebec. And so there we've got agricultural residues, forest residues. The gentleman mentioned Finland's UPM project, which is using tall oil. We've got hydrogen assets in the province, and so we can make renewable diesel products. We can make lower carbon cellulosic ethanol products in the province and lower our dependency on imports and create economic growth and activity. Monsieur Robert, c'était sur la question du biocarburant. Allez-y. Écoutez, nous, on utilise quand même une quantité phénoménale de diesel. Et oui, on peut utiliser plus de biocarburant. On a fait des tests. Je pense que c'est correct et ça fonctionne bien. La difficulté, comme vous le savez, c'est en hiver. On doit composer avec une situation hivernale ici et on a des problèmes en période hivernale. Pour le fabricant qui, lui, doit écouler sa production sur une base régulière, c'est un petit peu embêtant parce que tu ne peux pas arrêter de produire en hiver. Et il faut qu'il y ait un retour sur l'investissement. Moi, je vous dirais, en période estivale, ce n'est pas un problème. Il suffit d'avoir des incitatifs en matière de crédit. Peut-être que, effectivement, les crédits de carbone ou quand on parle de la taxe verte pourrait venir aider justement les entreprises en biocarburant qui, c'est facile de passer toute votre production par sans manquer. Vous n'avez même pas assez pour suffire seulement une compagnie comme la nôtre. Mais il reste que il faut absolument que vous ayez des incentives pour être capable de l'entreposer durant une période d'hiver, qu'on ne peut pas les utiliser, pour qu'après ça, durant l'été, tous les camionneurs et tous les gens peuvent l'utiliser de façon adéquate. Et je pense qu'il y a un plus, un grand plus là-dedans, mais il faut simplement qu'il y ait un ajustement en fonction de notre climat. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Merci. Frédéric Ricoriane chez Gaz Métro. Ce matin, on a fait référence, plutôt dans la discussion, les panélistes ont fait référence justement aux différents marchés, aux types de véhicules, distinguer véhicules personnels, transport personnel de marchandises, du fait que l'électricité au Québec faisait tout à fait du sens. Évoquer le gaz naturel aussi pour le transport lourd. On travaille effectivement avec Transport Robert et d'autres pour développer le transport à gaz naturel au Québec. Via nos filiales au Vermont, on travaille aussi avec Hydro-Québec pour le corridor électrique. Donc, on le vit un peu dans les deux. Donc, il y a des réalités de marché différentes. Il y a des constats communs aussi qu'on fait. M. Robert et d'autres ont parlé de la technologie. Il y a aussi les coûts d'acquisition des véhicules. On est dans des marchés, que ce soit gaz naturel ou électricité, qui sont nouveaux, avec une masse critique qui est moindre, puis des coûts qui sont plus élevés. Donc, de l'aide aussi qui est requise pour favoriser l'acquisition. Mais il y a aussi toute la question de l'infrastructure de ravitaillement ou de transport, des stations ou des bornes électriques. Madame Marchand parlait tôt ce matin, ou l'a évoqué pour le transport en commun aussi, la question de la mise en place de l'infrastructure, qui est souvent un préalable à l'acquisition par les compagnies de transport ou les particuliers d'un véhicule. Est-ce que je vais avoir l'infrastructure disponible et fiable en place? J'aimerais ça entendre peut-être les panélistes là-dessus sur des réflexions de ce qui se fait ici ou ailleurs. Il y a des choses intéressantes qui se font en Europe sur le besoin ou les moyens, les outils ou les politiques publiques à mettre en place pour favoriser ça. Je pense que le principe, c'est un peu « build it, they will come ». Si ce n'est pas là, ça va être difficile de favoriser le changement de comportement. Puis pour conclure rapidement, répondre à la question que M. Arcan nous lançait ce matin sur 2025, on a fait des simulations. Aujourd'hui, au Québec, 500 véhicules à gaz naturel, 15 stations. En 2025, on pourrait être autour de 5 000, soixantaine de stations. C'est 150 000 tonnes de GES de moins par année. Puis des coûts la tonne d'à peu près 50 $. Donc, c'est possible avec les bons outils. Puis, je lance la question aux panélistes. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va prendre une autre question, puis ensuite, on va passer aux réponses des panélistes. Madame? Bonjour tout le monde. Mon nom est Isabelle Baron. Je suis sur le conseil d'administration de l'AVEC. C'est l'Association des propriétaires de véhicules électriques du Québec. On a déposé un mémoire lors de la Commission des transports au sujet de l'électrification des transports au Québec. On avait 4 points d'approche. Le premier était la sensibilisation du grand public, où il y a encore beaucoup de méconnaissances que le véhicule électrique, ce n'est pas un véhicule électrique du futur, c'est aujourd'hui.
sur la disponibilité des véhicules électriques, les incitatifs financiers qu'il faut continuer d'avoir, ainsi que sur les infrastructures qui continuent de s'améliorer au fil du temps. Ma question repose plus sur le point de la disponibilité des véhicules électriques. Entre autres, M. Chen parlait de la loi zéro émission qu'il y a eu en Californie. Je me demande, c'est quoi les résistances qu'il y a eu au niveau de l'industrie? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de résistance, des menaces de déménagement ou des choses comme ça qui auraient pu faire reculer la volonté politique d'implanter ce règlement-là? Ainsi, l'articulation qu'il y a avec la bourse du carbone au Québec, est-ce qu'on ne serait pas un terrain propice pour avoir le même type de politique? C'est ça ma question. Merci. Alors, sur la question concernant les infrastructures, est-ce qu'il y a des panélistes? Oui, Mme Lampron. Donc, moi, je vais parler naturellement de l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Je vous dirais qu'on met énormément d'efforts pour s'assurer que les bornes de recharge publiques soient présentes partout, les bornes de recharge rapides également. Et puis, vous avez raison en disant que c'est un facteur, les gens veulent les voir et veulent être rassurés. Là où est-ce qu'on a un problème, puis je reviens encore avec mon problème de communication, c'est que la plupart des gens ne savent pas que 90 à 95 % de la recharge d'un véhicule électrique se fait à la maison et que l'infrastructure de recharge publique ne sert qu'à un tout petit pourcentage de la recharge. Alors, je comprends que la communication, ça ne règle pas tous les problèmes. Par contre, ça, c'est quelque chose, c'est un message qu'il faut envoyer très, très fortement. Oui, ça prend l'infrastructure de recharge publique et comme je vous dirais, on y travaille très, très, très fort, mon équipe et moi, pour s'assurer que c'est présent vraiment de façon démocratique partout et sur les autoroutes. Mais il faut également faire comprendre aux gens que ça se passe d'abord à la maison pour l'électricité. Et qu'en est-il à l'égard des infrastructures? On parlait par exemple du camionnage, comment on fait pour régler l'enjeu que ces camions-là parfois coûtent plus cher. Donc, il y a l'infrastructure publique puis l'infrastructure privée. Je ne sais pas si M. White ou d'autres ont un point de vue là-dessus. M. Robert? Écoutez, je ne parlerai pas de l'électricité parce que c'est prématuré d'en parler, mais pour moi, l'électricité devrait définitivement travailler fort pour qu'on ait ce que j'appelle, moi, des pick-up, des véhicules de courte distance, et ainsi de suite, que ces véhicules-là soient électrifiés. Ça, moi, je pense que c'est un minimum, puis on doit mettre de l'emphase auprès des fabricants pour que ces gens-là se dirigent là-dedans. Au niveau du gaz naturel ou des gaz alternatifs, c'est certain qu'on a un problème au niveau de les installations des sites de ravitaillement. Quand je dis un problème, c'est un problème sérieux. J'aurais pensé que Mme Marchand aurait voulu répondre à cette question-là. C'est parce que, peut-être qu'elle ne veut pas, mais il faut voir, c'est d'obtenir des permis des villes. Vous arrivez et vous dites que vous voulez avoir du ravitaillement dans une station de service et ainsi de suite. Vous avez du gaz naturel ou du propane ou des produits alternatifs comme celui-là. Écoutez, c'est pas la fin du monde, mais tout près pour obtenir un permis de construction. Faut qu'on soit réaliste, là. Il faut réaliser. Puis là, je vais vous dire quelque chose que vous n'aimerez pas entendre, puis que notre industrie peut-être ne se rend pas service, mais une citerne chargée de pétrole est beaucoup plus dangereuse qu'un voyage de propane ou un voyage de gaz naturel. Pourquoi les parois sont ça d'épaisse sur le propane, le gaz naturel et ainsi de suite? La même chose que les réservoirs, alors que vous regardez une citerne de pétrole qui circule sur toutes les routes, puis les parois ont à peu près un 16 d'épais en aluminium. Fait que c'est quand je vois les gens ils voient passer l'évidence tous les jours sur la route, puis ils disent rien, puis soudainement, on va installer du ravitaillement dans une station de service pour, exemple, les pick-up, les véhicules à caractère semi-commercial, ce que j'appelle, qui est à la fois pour le monsieur tout-le-monde, qui aime ça se promener en pick-up, mais aussi qui s'en sert les fins de semaine pour aller au chalet, transporter son 4 roues, faire ci, aller à la pêche, et ainsi de suite. Mais tous ces gens-là pourraient facilement fonctionner au gaz naturel ou au propane
pour ne pas faire la publicité d'un versus l'autre, mais à la condition qu'on ait des sites de ravitaillement. Mais pour avoir des sites de ravitaillement dans les stations traditionnelles, il faut obtenir des permis. Or, obtenir des permis dans les villes, c'est la fin du monde. Et puis, moi, je pense qu'il va falloir qu'il y ait des messages qui s'adressent aux villes pour que dans leur projet d'urbanisme, qu'ils aient de façon bien définie des programmes. Peut-être qu'il faut restreindre, peut-être qu'il faut faire des choses, de la protection et ainsi de suite, mais au moins qu'on accepte de dire on va le considérer. Nous, chez nous, ça a pris 8 mois à obtenir le permis à Boucherville. Puis écoutez, c'est des installations, puis ils nous les ont fait mettre tellement loin de toutes les bâtisses, de tout, qu'on ne peut même pas y donner accès au public à l'extérieur. Ça fait que c'est inutile de vous dire, là, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'il faut qu'on ait de l'assistance gouvernementale là-dessus et un assouplissement de façon à ce que ces produits-là soient accessibles demain. Pas dans 6 mois, demain. Pourquoi? Parce qu'on a les technologies pour l'utiliser aujourd'hui. C'est pas une question qu'on n'a pas les technologies. C'est aussi une question de perception, si je comprends bien. Vous amenez aussi cet enjeu-là. Il y a l'enjeu de la perception des technologies qu'on connaît moins ou des carburants qu'on connaît moins, qui vient jouer là, dans la capacité d'une municipalité d'approuver ou pas des projets. Monsieur White. Yes, just a comment to follow up your comment. If we look at trucking fleets, they can be broken down into 2 types. One is line haul, the intracity, and the other one is pickup and delivery, which is in urban areas. And it's clear that, when we're looking at alternative fuels and alternative electric vehicles and so forth, that's going to occur first in dense areas where we, have the capacity to refuel and put in infrastructure. And so I certainly agree that that's where, that kind of technology will first take place and enter the freight distribution world on the trucking side. Monsieur Chen, did you want to answer the question regarding the zero emission legislation? Did you Sure. have I actually was comment on that? I was going to actually comment on both the questions. First, the first questioner had asked about the high cost of the vehicles and how expensive electrical vehicles are right now. And I seem to hear that he was hinting at certain incentives that might help, and this goes back to the carrot stick approach. Of course, there are 2 things that are going to bring down the cost of electric vehicle technology. Number 1 is economies of scale, and number 2 is iterating the technology. Classic new technology challenges, and at Tesla we're aggressively pursuing both. I think you see it in our business plan, from the Roadster to the Model S and later the Model X, and then of course our Model 3. We're trying to increase production, getting to those economies of scale while bringing down the price aggressively and improving the efficiency. In the meantime, because this is such a new technology, there is actually a valid role for government to play. And I was talking about the carrot stick earlier, the stick being that pushing the industry to move forward, the carrot being providing incentives to incentivize this type of technology. The other side of this was the question about why there was this resistance by the industry. I think you just have to look at from the macroeconomic point of view, the car industry, a 100-year-old industry that has invested billions and billions of dollars perfecting the current technology of internal combustion engines. So when you're talking about a complete shift, essentially a paradigm shift, and how we're looking at transportation and how we're looking at the fuel that gets us around on a personal level, that change is very, very difficult. Change does not come easy to humans. In fact, there's a reason what we're doing is called disruptive technology. So I think you have legitimate fears by the traditional industry. Number 1, they've spent billions of dollars on internal combustion. Why would they turn around and spend billions more on the new technology of electric vehicles when they are convinced that there is not a market out there for it? So there is a problem here that we have to tackle on 2 fronts, and I think part of Tesla's role here is number 1, to show that the technology is possible, it is mature, it is possible to go 400 plus kilometers on a single charge, and number 2, that there is a market out there, that there are consumers like you, like members of your club, that are interested in getting into these vehicles, that understand the technology. Last piece about electric charging stations. I think electric charging stations have great signaling purpose in the public. But as my co-panelist said from Quebec Hydro,
the majority of recharging is going to occur at your home. People are used, again, paradigm shift. People are used to thinking, well, if I ever need fuel, I'm going to go to the gas station and I'm going to pump up and I'll be done in about 5 minutes. Why is that? That's because you don't have a gas station at home, in your garage, in your parking lot. But imagine a scenario where you drive all day long on a car that gets 400 plus kilometers of range. You don't have to worry about it for all your errands. You go home at night, you plug in, and overnight, your car completely charges up. The next day, you wake up with a quote-unquote full tank or a full charge, ready to go, another 400 or 500 kilometers in that daily driving. That is what will take care of your driving needs on a day-to-day basis. The supercharger network we put in is for long-distance driving. That was the 247 kilometers in as little as 30 minutes. We have not put those in city centers. We have put those on major thoroughfares between cities to enable you to go on intercity travel. And I think that's where charging stations come in. That said, I do agree that for signaling purposes, to provide reassurance, to educate the public, having public charging stations within cities to show that there is this adoption is very important as well. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Alors, je soupçonne qu'on va avoir une question sur le transport en commun. En fait, je suis Philippe Schnob, président de la Société de transport de Montréal et de l'ATUC, l'Association du transport urbain du Québec, qui regroupe les 9 plus grandes sociétés de transport du Québec. C'est clair que le transport collectif est un joueur majeur dans cette question de la décarbonisation. On le fait déjà à notre échelle en ayant des stratégies d'électrification. Maintenant, on n'achète que des bus hybrides. À la STM, on a une stratégie de développement de technologies de bus électriques. On vise 2025. À compter de 2025, on devrait n'acquérir que des bus électriques. Et pour pouvoir le faire, il faut que les bus correspondent aux besoins opérationnels de la STM, qui sont de rouler en plein hiver dans des tempêtes de neige avec du chauffage dans l'autobus, qui est un enjeu assez particulier. Alors, on fait notre effort, mais il faut comprendre que déjà, à Montréal, 70% des déplacements en transport collectif se font en mode électrique grâce au métro. Si on met ça à l'échelle de la province, c'est 55% des déplacements se font déjà en mode électrique. Alors, si on veut vraiment avoir un impact, on regarde les chiffres et le transport collectif contribue à peu près de moins de 2% des émissions de gaz à effet de serre. Si on veut avoir un impact majeur, il faut continuer à bonifier le service. Les programmes de bonification de services ont fait leur preuve dans les dernières années. On a augmenté l'offre de 30%, ce qui a augmenté l'achalandage de 14% à la STM. Ça, c'est des dizaines de milliers de voitures en moins sur la route le matin. Les projets qui sont à l'étude actuellement de SLR ou d'amélioration de la desserte dans l'est de l'île vont aussi contribuer à améliorer, à faire augmenter l'achalandage. Donc, je pense que c'est essentiel que les programmes de bonification de services qui ont fait leur preuve, ils doivent continuer. Et tout ça prenant en considération l'aménagement du territoire, Mme Marchand en a parlé, nos bus doivent circuler aussi avec des mesures préférentielles. Ils doivent maintenir leur caractère compétitif face à l'automobile, quel que soit le carburant qui soit utilisé. On a besoin de passer à côté de la congestion plutôt que de rajouter nos autobus dans la congestion. Voilà. Merci beaucoup, M. Schnob. Monsieur? Bonjour tout le monde. Mon nom est Marquis Grégoire. Je suis président de l'Association des propanies du Québec. Alors, je suis une énergie alternative. Et vous m'avez vu sûrement juste en barbecue, mais je ne suis pas un barbecue. Je suis partie prenante du transport. Et ce matin, c'était tellement drôle que la dame à la réception me demande « Avec quoi vous êtes rendu ici, monsieur? » J'ai dit « Un gros vu. » Mais j'ai dit « Il était en biénergie, j'étais en fossile propane. » Et j'émanais 25 de moins de gaz à effet de serre dans la ville de Montréal. Alors, on en a des énergies alternatives ici, puis on doit s'en servir. Qu'est-ce que c'est? C'est l'interface pour s'y rendre à 2025. Puis la réponse au ministre ici, c'est combien on va réduire de pourcent pour 2025? On va réduire 25 %. C'est ça qu'on va faire. Puis M. Schnob, qui vient de parler ici, il nous donne la vérité. Parce que l'électrification, c'était sa solution et ça va être la solution pour les transports publics et ça va l'être pour monsieur tout le monde. Quelle va être notre autonomie avec des voitures pour monsieur tout le monde et quelle sera l'autonomie pécuniaire? Alors, combien coûte une voiture aujourd'hui électrique et combien coûte une voiture conventionnelle? Monsieur tout le monde peut-il se la permettre? Le ministre va répondre, monsieur Grégoire, nous avons une subvention.
42 000 la voiture, moins 8 000, tout le monde sait compter. Est-ce qu'on peut se la payer? Est-ce qu'on va monter jusqu'à Québec en autonomie avec le type de voiture qu'on a actuellement, ou si on va être obligé d'arrêter à Drummondville? On va se plugger, puis là, on va attendre que ça remonte, cette histoire-là, pour se rendre à Québec. Alors, voilà où on en est. Alors, prenons donc tout ce qu'on a ici, qui est disponible actuellement pour arriver à l'achievement de 2025. On n'a pas à se raconter des histoires. C'est ce qu'on a actuellement. On n'a pas à aller en Norvège, on n'a pas à aller en Suisse, puis à l'autre place que vous avez dit pour aller chercher de la biomasse. On en fait ici de la biomasse, puis on pourra en discuter longtemps de celle-là. Ceci étant dit, c'est que si on regarde le gros bon sens actuellement, on a plein de choses en place qu'on peut utiliser pour s'y rendre. Oui, il faut avoir des forums pour regarder l'avenir, mais les forums où j'ai assisté ont été très productifs et je félicite le gouvernement parce que sa vision est extraordinaire et l'approche est extraordinaire. Ceci étant dit, c'est qu'il ne faut pas passer à côté de l'économique et Madame ici, elle a touché le point. C'est qu'on a un fonds vert où on a 304 millions de ramassés. Tout à l'heure, on va être à je ne sais pas combien. On parle de milliards. On va augmenter ça de 5 à 7 ce qu'on nous dit. Et à quelque part, ça va être de tout type de développement. Alors, aujourd'hui, prenons un peu de cet argent-là, subventionnons les énergies qui ont la possibilité de nous emmener à l'échéancier de Kyoto, le 2025, puis à quelque part, on va être en affaires, parce qu'on va avoir réglé cette problématique-là. Il y a deux forums ici. Il y a un forum d'urbanisme, puis il y a un forum de transport. Le forum d'urbanisme, Madame a dit, c'est complexe. Mais oui, c'est complexe. Prenez la ville de Montréal. Ici, quand je suis arrivé ici, je suis à 30 km de Montréal. J'étais à 6 heures du matin, j'étais déjà bloqué sur un pont. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aurais pu prendre l'autobus. Je ne sais pas si je serais arrivé à l'heure. C'est pas drôle, là. Je vous dis ça officiellement. Et plus loin que ça, ce qui m'a affecté le plus dans les derniers temps, il y a une ville qui est limitrophe aux États-Unis en ligne droite à 45 km de Montréal qui s'appelle Huntington et viennent de canceller le transport d'autobus. On vient de le canceller en 2015. Est-ce que vous vouliez conclure? Vous aimeriez, hein? Moi j'aimerais ça, oui, que vous puissiez conclure. Moi, je ne suis pas Twitter ni Facebook. C'est ça, on est sur un autre genre de médias sociaux. Je suis un Claude Robert en émergence. Oh! Alors, pour conclure, comme monsieur veut que je conclue, j'incite nos gouvernements à nous aider financièrement, à nous aider à obtenir le 2025 par nos énergies alternatives et à les réfléchir parce que le reste a été réfléchi. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des réactions aux commentaires des deux derniers intervenants de la part des panélistes? Madame Marchand, peut-être en... Je pense que ce que plusieurs des commentaires qu'on entend suggèrent, c'est qu'on a besoin de mieux ou de bien distinguer les objectifs qu'on a. Puis, je vais aller dans le sens du monsieur qui vient de s'asseoir, là, de peut-être chercher à court terme à agir sur ce qui va avoir le plus d'impact d'ici à 2025. Donc, les urbanistes, on aime ça le mot prioriser, mais moi, j'aime mieux ça cibler, là. Je pense qu'il faut qu'on cible, si on veut avoir un effet, il faut qu'on cible ce qu'on est capable de faire, puis qui va générer, sans compromettre les bénéfices qu'on souhaite atteindre à moyen et à long terme. Et on a besoin de comprendre les effets que j'ai qualifiés de pervers dans une conversation de certaines des mesures qu'on met de l'avant. Donc, on peut vouloir mettre de l'avant une tarification routière, mais il faut regarder les effets potentiels sur la redistribution des emplois ou des activités. Donc, c'était mon moment philosophique. Pour M. Robert, je vous dirais que son problème, c'est pas seulement le service d'urbanisme, c'est le service de prévention incendie. Et les schémas de couverture de risques qui ont été dictés par le gouvernement. Donc, nous avons... je n'ose pas le dire parce que ça risque d'être public, mais disons qu'on a des services de sécurité incendie qui sont frileux. Ah, voilà, ça a été dit. Monsieur Littman? Yes. So I'd like to add to the short discussion about the role of public transportation, which ties in with an efficient city. And that is, I think
most people underestimate the value of public transit improvements in reducing emissions because the major benefit is not a kilometer of automobile travel that shifts to a kilometer of public transit passenger travel. The major benefit of high-quality public transit is that it leverages very large reductions in automobile ownership and use. Think about a household that moves out to a suburb, and the household owns 2 cars, and they have to drive everywhere. If Montreal and other Quebec cities have very good, what we call transit-oriented development, that same household only owns 1 car, and when it's time to, and this is very important for the biofuels, I'm a great supporter of ethanol. I want ethanol to fuel my walk to my local pub. A truly sustainable transportation system is a city where you walk rather than drive when you go to a pub. I don't want ethanol in the tank of a car. I want ethanol in my stomach. So I just want to emphasize, if you use a system analysis, transit-oriented development, it isn't just the running of the buses and trains, it's the whole neighborhood around that the high-quality public leverages that neighborhood where people, when they're taking their children to school or when they're going to a pub or when they're running errands, they can walk and bicycle rather than have to drive. Merci beaucoup. Alors, il nous reste, je compte 6 personnes. 1, 2, 3, 4, 5. OK, donc 7 personnes qui veulent prendre la parole. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous les commentaires et les questions. Et je vais ensuite laisser un petit peu de temps à la fin pour les panélistes de répondre pour s'assurer que M. Poetti puisse nous donner le mot de la fin. Alors, allons-y rondement. Allez-y, monsieur. Je suis Daniel Beauchamp, je suis le directeur général de l'Association de transport urbain du Québec et je suis aussi directeur général de la Société de gestion AVT qui a la responsabilité de faire la coordination pour l'acquisition des véhicules pour les 9 sociétés de transport au Québec. Donc, je ne veux pas répéter ce que mon cher ami, M. Schnopp, a mentionné. Mais en fait, ce que je veux souligner, c'est qu'en termes de maturité en matière d'autobus, on se rend compte que sur le plan technologique, on n'a pas atteint la maturité. On s'entend que présentement, on est encore en développement. Et, présentement, au niveau de la ST, en fait, pour les 9 sociétés de la TUC, la stratégie, c'est à chaque fois qu'on remplace des véhicules, on les remplace par des véhicules de type hybride. Donc, mais on est vraiment en mode de remplacement et puis ça doit essentiellement, absolument, puis j'insiste sur le point que M. Schnopp en a mentionné, il faut que ça soit harmonisé d'une amélioration de l'offre de service. Parce que si on ne fait que remplacer les véhicules d'une façon systématique jusqu'en 2025 et que l'ensemble des 4000 véhicules des 9 sociétés de transport soient des véhicules hybrides, on n'aura pas amélioré grand-chose. Il faut absolument aller chercher des gains au niveau des utilisateurs automobiles qui sont seuls dans leur voiture sur l'autoroute le matin. Donc ça, c'est un élément très important. Il faut aussi, parce que 2025, c'est proche et c'est loin en même temps, il faut s'assurer de ne pas avoir une solution unique, dans le sens que une technologie type de véhicule, donc il ne faut pas tomber dans le piège de toujours aller dans le même modèle, dans le même standard. Et puis, je pense que, moi, ça fait 1 an là, que je suis avec la Société de gestion AVT, et je pense qu'on a avantage à développer aussi notre relation avec Hydro-Québec. Je trouve qu'en matière de réflexion, en matière de stratégie, en matière de développement du transport collectif, il y a plus à faire que ce que j'ai observé jusqu'à maintenant. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur? Bonjour, Jean-Pierre Legris, je suis le président de l'ITO Green Motion. On est le premier manufacturier de véhicules 100% électriques au Canada. Puis je suis aussi président du conseil d'administration de Innover, qui est un regroupement de recherche sectorielle dans l'électrification des transports. Je vais y aller de plusieurs tweets, en fait. My first tweet will go to Mr. Littman.
I'll answer no to your first question because I'm cycling to work every day, but I would like to answer yes to your second question because I would like to ride more miles every day to get to the job because because I'm having the chance to ride one of the best electric vehicle in the world, and sorry for that, it's not a Tesla. It's a Lito Soride. It's made here in Quebec. But kudos for the beautiful car that you've made over there. J'ai un commentaire aussi qui regroupe beaucoup, sorry for your putting on and out your earphone. J'ai un commentaire aussi qui regroupe beaucoup ce que j'entends de Mme Marchand et puis de M. Robert au niveau... Les gens qui voulaient sauver la planète, ils prennent déjà l'autobus aujourd'hui, ils prennent déjà le vélo, ils ont déjà fait les choix dans leur quotidien pour réduire leur impact. Aujourd'hui, maintenant, il faut toucher aux gens qui ne veulent pas faire de compromis, les gens que ça touche directement dans leur poche au niveau des finances, au niveau des entreprises. Tesla a compris ça en sortant un véhicule qui est sans compromis. C'est beau de se cacher derrière sauvons la planète, la réduction des gaz à effet de serre, mais s'il n'y avait pas d'opportunité d'affaires, Tesla n'aurait jamais fait un super véhicule. Donc, j'étais très content aussi. Mon dernier tweet de la journée, au niveau du discours du ministre Arcan, plutôt, je suis content de voir que la position du gouvernement aussi voit très bien renforcer puis supporter aussi l'initiative de création d'entreprises parce qu'en plus de la réduction des gaz à effet de serre, au niveau de toute cette orientation-là, il y a une orientation majeure pour le Québec aujourd'hui. C'est un positionnement stratégique pour la création d'entreprises qui peut faire du Québec un leader à l'international. Et puis ça change complètement la balance commerciale du Québec, crée des entreprises, crée des jobs. Donc, on a plus d'argent pour s'acheter une Tesla ou une Lito à la fin de la journée. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Excellent tweet. Monsieur. Bonjour, Alain Brunel, Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. Alors, évidemment, nous sommes en faveur avec toutes les politiques qui mettent en avant le transport en commun parce que c'est la manière la plus efficace pour réduire les gaz à effet de serre, comme ça a été mentionné, pour réduire la congestion urbaine également, comme M. Lippmann l'a bien mentionné, l'efficacité du système et l'efficacité économique également. Et c'est la raison pour laquelle nous, on pense qu'il faudrait que le coût pour l'usager d'utiliser le transport en commun soit gelé dès maintenant et diminue dans le temps pour que, effectivement, la contribution de chaque usager au transport en commun à l'évitement de tonnes de carbone et à l'évitement de la congestion urbaine également soit pris en compte dans le coût, comme me disait Mme Marchand, money tax, effectivement. Il faut que ce soit pris en compte aussi dans le coût d'usage du transport en commun. Réciproquement, il faudrait qu'effectivement les automobilistes, eux, payent davantage pour le coût qui affecte la productivité. M. Robert l'a mentionné. Par contre, vous avez été assez frileux quand M. Lippmann, je crois, qui a parlé du road pricing. Vous avez été très frileux là-dessus. Alors, vous seriez évidemment les premiers gagnants si ça circulait de manière plus fluide. Je rappelle quand même que Montréal, je crois, c'est la 7e ville la plus congestionnée en Amérique du Nord. Si je ne me trompe pas, il y a des gens ici qui sont peut-être mieux renseignés que moi là-dessus. Donc, il y a énormément de congestion avec des ponts partout et ça fait perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent à tout le monde. Et je vais terminer cette courte présentation avec un point que l'AQLPA, l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, sur lequel on se bat, nous, depuis des années. Pour certains des invités ici seront certainement étonnés d'apprendre qu'il n'y a toujours pas au Québec de système d'inspection et de maintenance des véhicules obligatoires comme ça existe dans la plupart des États d'Amérique du Nord, voire même d'Amérique latine. Il y en a beaucoup d'États d'Amérique latine aussi qui ont mis ça en place. Or, un système d'inspection et de maintenance obligatoire des véhicules, des vieux véhicules, ça permet de mieux entretenir les véhicules, ça permet d'éviter les pannes véhicules. Ceux qui habitent dans la région de Montréal, et je suis content ici qu'on ait 2 ministres qui soient de la région de Montréal et en plus le ministre des Transports, qui donc devraient être conscients qu'effectivement, les pannes véhicules dans la région de Montréal, ça crée beaucoup d'encombrements inutiles et de pertes d'argent. Et un système d'inspection véhicules à tous les 2 ans, ça coûterait quelque chose comme 80 $ peut-être à tous les 2 ans, et ça permettrait d'avoir des véhicules qui tombent moins en panne et donc moins de bouchons de circulation. Ça, c'est pour le point de vue un peu plus, particulier de la QLPA, mais c'est une mesure très efficace et qui ne coûte pas grand-chose. Merci. Merci beaucoup. Monsieur. Bonjour, mon nom est Mario Langlois. Je suis cofondateur du Club Tesla Québec.
Et mon intervention ici, c'est pour venir un peu appuyer Mme Lampron sur l'étude qui a été faite, le projet pilote qui a été fait. Je peux témoigner effectivement qu'après 3 hivers en voiture électrique, notre hiver québécois n'est pas un empêchement d'utiliser les voitures électriques. Et d'ailleurs, là où on trouve le plus grand prorata de véhicules électriques, tout modèle confondu, se trouve en Norvège et qui ont un hiver similaire au nôtre. Maintenant, mon intervention vise également à appuyer une intervention précédente d'une dame de l'AVEC qui avait posé une question aux panélistes, à savoir qu'est-ce qu'ils pensaient d'une norme zéro émission au Québec. Donc, la question a été un peu déviée par la suite, donc je ne pense pas que les réponses ont été données là-dessus, et je souhaite qu'elles puissent être données. Rapidement, je sais que l'industrie automobile canadienne fait la promotion de toute autre norme qu'une norme zéro émission, tout simplement parce que c'est dans leur intérêt. On fait référence à ce qui se passe en Norvège. Il faut savoir qu'en Norvège, il y a toutes sortes de mesures qui coûtent très cher à la Norvège et la Norvège a les moyens que le Québec ou le Canada n'a pas. C'est-à-dire, si on regarde un consommateur en Norvège, s'il veut s'acheter une Civic, une Honda CR-V, par exemple, en dollars canadiens, c'est 65 000 $. En dollars canadiens, ici, c'est 35 000 $. Une Hyundai Accent, c'est 37 000 $ en Norvège, alors que c'est 18 000 ici. Une Mazda 3, c'est 38 000 $, alors qu'elle est 19 000 ici. On va juste prendre un dernier exemple. Une Volvo XC90, elle coûte 125 000 $, plus cher qu'une Tesla, alors qu'elle est 58 000 ici. Ça, c'est sans compter tous les autres moyens que la Norvège prend pour inciter les consommateurs à rouler électrique, et ils ont réussi. Sauf que c'est des moyens que nous n'avons pas. Et un moyen qu'on a, le Québec, c'est la loi zéro émission, une norme zéro émission. Donc, c'est ce que je voudrais savoir de la part des panélistes, de l'intérêt qu'on aurait à adopter une loi zéro émission rapidement. Merci. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Mon nom est Marie-Hélène Labrie de chez Enerkem. Enerkem est une PME québécoise qui a développé une technologie propre pour produire de l'éthanol à partir de déchets. Et là, ici, je parle de matières résiduelles domestiques qui sont non recyclables et non compostables. Donc, ce n'est pas le genre d'éthanol, je pense, que M. Littman aimerait boire, mais il est quand même biodégradable et réduit les émissions de GES de plus de 60 %. Donc, j'aurais aimé apporter 2 commentaires principaux. Ce qui ressort beaucoup de ce que j'ai entendu, c'est la panoplie de solutions, l'éventail donc de solutions qui est assez vaste et en même temps d'actions qu'on doit prendre, de pratiques qu'on doit changer. Et donc, ce n'est pas une solution qui va venir régler notre problème. Sur le volet des biocarburants, qui est le secteur que nous, on connaît davantage, j'aurais aimé apporter 2 petits points. Actuellement, la limite technique de mélange pour le contenu d'éthanol dans l'essence est de 10 % au Canada. L'EPA a approuvé aux États-Unis le mélange de 15 %. Sans changer nos voitures, aujourd'hui, on peut passer de 10 à 15. Et donc, ça veut dire qu'on peut rapidement réduire notre dépendance au pétrole, réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du transport avec nos voitures actuelles. Il faut évidemment que ce mélange-là soit accessible à la pompe. Et donc, au Brésil, les voitures prennent au minimum 20 % 25 % d'éthanol dans le mélange à l'essence. Donc, déjà, là, il y a des choses intéressantes à faire. Et quand je regarde un petit peu plus loin, ce que je vois et ce qu'on entend, nous, des fabricants de voitures dans le secteur du transport, quand on regarde vraiment, je dirais, le secteur du carburant liquide de transport, on voit des fabricants de voitures intéressés davantage à mélanger, au mélange du E20, E30, donc 20 % 30 % d'éthanol dans l'essence, comme étant un petit peu le sweet spot. Et ça, en fait, c'est dans le contexte du CAFE Standard, le Fuel Economy, pour réduire, parce qu'en fait, l'éthanol a un très haut pourcentage d'octane, environ 112 %, et permet une meilleure combustion et leur permettrait de fabriquer des moteurs plus petits et donc de rencontrer ces nouvelles normes d'efficacité. Et donc, ça, c'est un point que je voulais rajouter qui va être intéressant et qu'on voit se développer davantage. Et le Oak Ridge National Laboratory aux États-Unis a sorti une étude récemment qui dit que finalement, en effet, ce mélange-là serait l'optimal en termes de la perte de contenu énergétique qu'on a souvent avec l'éthanol, mais de la combustion qui s'améliore. En fait, on ne voit pas
à ce niveau-là l'impact du manque d'énergie parce qu'il est compensé par une meilleure combustion et qui est une combustion plus propre aussi. Et donc ça a été fait sur à peu près 4 voitures, incluant une voiture Ford. Donc voilà pour mon commentaire. Merci. Merci. Alors, on est vraiment au bout du temps pour la période d'échange de questions. On va prendre un dernier commentaire, dernière question, et ensuite, malheureusement, on ne pourra pas avoir la réaction des panélistes. Je vais devoir céder la parole à M. Poetti, qui va nous donner le mot de la fin. Alors, allez-y. Bonjour, Daniel Breton. Bonjour, messieurs les ministres Poetti et Arcan. Écoutez, je voulais amener quelques petites réflexions dans la discussion qu'on a ici. Entre autres, sur les questions du transport. Mr. Littman mentioned the fact that people mentioned that one main concern was the fact that budget was a huge concern, but when we see the price of gas go down, they go back to buy SUVs and pickup trucks. So to me, it doesn't make sense what you're saying to me and what people go and buy. And it's the same thing in Quebec. Au Québec, là je m'adresse à M. Robert, depuis 1990, le parc de camions moyens et lourds est resté à peu près le même. Or, la consommation d'hydrocarbures du parc de camions moyens et lourds a augmenté de 100 %. Donc, oui, il y a de l'efficacité énergétique, mais il y a énormément plus de kilométrage qui s'est fait depuis le début des années 90. Ensuite de ça, on regarde aussi que l'augmentation de véhicules immatriculés sur les routes du Québec depuis le début des années 90, a été 5 fois plus grand que l'augmentation de la population. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui se promènent en voiture solo. D'ailleurs, on dit à l'heure de pointe, c'est de 1,1 à 1,2 personnes par voiture à l'heure de pointe. Et dernière chose que je voulais mentionner, c'est que vous parlez beaucoup du gaz naturel comme solution pour le camionnage lourd. Sauf que quand on regarde le cycle de vie complet du gaz naturel, on se rend compte qu'il n'y a pas de gain au niveau des gaz à effet de serre par rapport au diesel. Parce qu'il y a beaucoup de fuites de méthane qui viennent des puits de gaz naturel. Et donc, ça veut dire qu'on ne règle pas le problème avec le gaz naturel. Merci. Alors, merci M. Breton, que vous avez presque le mot de la fin, parce que le mot de la fin, il nous sera donné par M. Poetti, que j'invite à l'avant, ministre des Transports du Québec. Et d'ailleurs, M. Arcan l'a mentionné, mais je pense que c'est tout à l'honneur du gouvernement d'organiser un événement comme ça et d'avoir, dans le fond, plusieurs ministères d'impliquer, parce qu'évidemment, c'est un enjeu qui fait appel à des compétences de plusieurs ministères. Et pour ma part, enfin, je suis bien content de voir qu'il y a cette conversation entre les ministères. Donc, M. Poetti, le mot de la fin est à vous. Merci. Merci beaucoup. En fait, j'ai un peu de chagrin parce qu'on aurait dû entendre vos réponses à vous, parce que vous êtes les experts, parce que vous êtes ceux qui donnent la destination où on doit aller. Mon père avait lu quelque part et me le répétait souvent, quand tout le monde est du même avis, c'est que personne ne réfléchit vraiment beaucoup. J'ai un texte ici tout préparé et je ne suis pas certain si je vais l'utiliser parce que j'ai pas beaucoup de temps et je vous écoutais. Tous et chacun, d'ailleurs, M. Robert, je veux vous féliciter parce qu'en matière de transport, vous êtes l'entreprise qui s'est le plus préoccupée de cette inquiétude pour l'environnement. Vous le savez, j'ai eu un petit passage dans le transport après ma carrière à Sûreté du Québec et vous êtes un modèle dans ce domaine-là. Je veux vous féliciter. Madame, vous avez aussi dit que peu de gens savent qu'on doit se brancher à la maison. Et j'ai rencontré les gens de Tesla il n'y a pas longtemps parce que l'objectif, c'est ça, c'est de se brancher à la maison sur une prise comme votre poêle, en fait. C'est ça, c'est pas autre chose que ça. Et d'installer les bornes, évidemment, c'est obligatoire. Alors, là, j'hésite encore de continuer dans le texte. Mais je veux juste vous dire à quel point, comme gouvernement, on est préoccupé, impliqué et on y croit. Et quand j'entends des gens qui font des spéculations sur l'avenir, 2025, dans 30 ans, dans 40 ans. Moi, quand j'étais un peu plus jeune, j'avais compris que dans les années 2000, les autos étaient pour voler. Ça ne s'est pas produit. Maintenant, au niveau de l'électrification des transports, on vient de trouver une façon, dans un contexte financier difficile, de changer une dépense en investissement pour les citoyens du Québec avec le projet, évidemment, d'électrification des transports sur le pont Champlain et sur la ligne de Centre-Ville, Dorval et West Island. Et il y a un matin où j'allais à Saint-Jean-sur-Richelieu
Et j'étais en sens contraire et on voyait tous les gens arrêtés pour entrer vers Montréal. Vous avez parlé de fluidité tantôt et des impacts économiques de ce manque de fluidité-là, où j'ai dit à mon adjoint, ils étaient tous arrêtés à 6h05 vers Montréal. Je ne sais pas s'ils savent, quand le nouveau pont Champlain va arriver, qu'ils vont attendre le même temps sur un pont neuf, parce qu'il n'y a pas plus de voies, sauf la voie centrale en site propre, où on aura un système de transport collectif électrique, je peux vous le dire, parce que la Caisse de dépôt va nous faire des propositions. Comprenons déjà qu'une proposition qui ne serait pas électrique ne serait pas recevable, là. C'est quelque chose d'extraordinaire. On en a parlé très peu, mais c'est là où on va. Je voyais tantôt la photo et quelqu'un m'a envoyé un article d'une revue internationale qui parlait d'un traversier, le F.A. Gauthier. Ça vous dit quelque chose? Premier traversier en Amérique du Nord au gaz liquide, au Québec. Je suis allé à Branchez-vous la semaine passée pour la conférence qu'il y avait de 2 jours. Et on me disait que la moitié des véhicules électriques au Canada sont au Québec. Il y a un intérêt de la part des citoyens. Il y a une méconnaissance. Je vous rejoins tous sur le know-how, comment ça fonctionne, comment ça va être compliqué. J'ai essayé une Tesla il y a quelques semaines. C'est ce qui m'a impressionné, la première chose, c'est la performance. J'étais étonné de la performance de ce véhicule-là. Et c'est ce que les gens reprochent le plus à nos véhicules électriques, mais évidemment, en premier lieu, l'autonomie. Alors moi, je veux bien, comme ministre des Transports, voyager dans un véhicule électrique. Et je veux féliciter Saint-Hubert aussi et toutes les compagnies et les entreprises qui ont décidé d'être partenaires dans l'installation des bornes. Mais je vais arrêter de manger de Saint-Hubert souvent parce qu'il y a des journées où je fais 12, 1300 km, 1400 km dans une journée, là. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas tout à fait là encore. Pour la piste d'atterrissage, et d'ailleurs, de toute l'entrevue que j'ai faite pour Branchez-vous, ce qui a ressorti le plus, c'est qu'est-ce que vous pensez de la loi zéro émission? Ça m'a un peu étonné. Pour ceux qui ne savent pas, je suis un ancien policier, les lois et règlements, je connais ça. Et depuis que je suis civil, et j'ai pris ma retraite en 2004, je trouve qu'on a beaucoup de règlements. Alors je me dis, je vais-tu en créer un nouveau? Alors, la piste d'atterrissage, c'est clair. Moi, je suis dans le tour de contrôle. On a rencontré l'association de tous les constructeurs automobiles, et M. Breton sera content, et de tous les concessionnaires, il y a quelques semaines, à ma demande, sont venus à mon bureau. Et je les ai offert 2 pistes d'atterrissage. Celle de la collaboration, celle de l'initiative et celle de l'obligation. Et ils m'ont démontré, avec des statistiques qu'on vérifie, que les États américains qui n'ont pas la loi zéro émission, dans certains cas, performent davantage que ceux qui ont la loi zéro émission. Alors moi, je suis à tour de contrôle. J'offre 2 pistes d'atterrissage dans la même objectif, c'est-à-dire d'augmenter le nombre de véhicules électriques. Et ça l'a un peu étonné un journaliste, parce que j'ai dit, je vais privilégier, au Québec, on va privilégier les gens qui ont déjà fait le pas vers l'électrification des transports avec le véhicule. Je vais leur donner des opportunités que d'autres véhicules n'ont pas. Et là, certains ont été surpris. Alors, j'ai même lu, Poitiers aime mieux donner... en fait, il ne veut pas donner le bâton aux mauvais, puis il veut faire plaisir aux autres. C'est assez mal se comprendre. En fait, au Québec, il y a un endroit où on a un projet pilote, une voie réservée qui était strictement sur Robert Bourassa pour les autobus. J'ai demandé au ministère de la mettre maintenant pour les véhicules de covoiturage. On dit, mais non, on ne peut pas parce qu'il y a une norme, puis normalement, on ne fait pas ça. Puis les chauffeurs d'autobus ne veulent pas partager leur voie avec les autos. Alors, il dit, parfait, changeons la norme et parlons aux chauffeurs d'autobus. Alors, on a fait ça. Et là, après, on a regardé comment ça fonctionnait. Donc, il fallait 2 personnes et plus dans le véhicule. Ça fonctionne vraiment très bien. Alors, j'ai dit à Dominique, ma sous-ministre qui est ici, j'ai dit, on va permettre aux voitures électriques ou branchables, une seule personne dans le véhicule, d'utiliser cette voie-là. Un incitatif positif. Savez-vous quelle est la première question d'un journaliste? Ouais. Puis si eux ralentissent le fait que la voie réservée ne donne plus cet avantage, comme vous le disiez tantôt, bien, j'ai dit, je vais demander aux véhicules électriques d'être 2 dedans. Oui, mais là, s'il y en a tellement, puis éventuellement, ça nuit, alors, bien, je dis, je vais leur demander qu'ils soient 3. Oui, mais là, s'il y a 3, ça continue, ça bloque. Bien, je dis, je vais dire qu'ils soient 4.
Mais il dit là, si ça ne fonctionne pas, si ça bloque encore, bien, je vais leur dire de prendre l'autobus. Il faut y aller. Alors, au Québec, on a un endroit où on permet les voitures électriques à une personne. J'ai dit que je ferai un projet pilote d'1 an. Ça va tellement bien que j'ai dit à Dominique, préparons très bientôt, dans plusieurs ou l'ensemble des voies réservées, la possibilité de privilégier les voitures électriques. Vous savez ce qu'un journaliste a dit? Ben là, vous aviez dit 1 an, le projet pilote, pourquoi vous le faites tout de suite? Alors, il y a comme un combat éternel de gens qui ne savent pas pourquoi on est contre. C'est pourquoi il faudrait se battre. Puis constructivement, je dirais aux autres personnes, ceux qui sont les vrais défenseurs, il y en a qui se sentent comme des combattants. Il faudrait vraiment, là, crever les pneus des autres voitures. Il faudrait vraiment être méchant, les bloquer. Je ne suis pas de cette nature-là. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que merci à tous ceux qui ont cette préoccupation-là. Ceux qui posent des gestes concrets. C'est notre intention comme gouvernement de poser des gestes concrets. Et dans très peu de temps, je vais présenter notre projet d'électrification des transports pour le gouvernement du Québec et on sera présent. Mais sachez que chaque opportunité, chaque façon d'aller un peu plus loin, on doit la réaliser ensemble, pas un contre l'autre. Et c'est ça l'enjeu de l'électrification des transports. On fait des projets concrets sur le terrain. On travaille sur des projets pilotes de court terme qui fonctionnent. À chaque fois qu'on a créé un transport collectif nouveau, bien, il fonctionne. Moi, on m'a invité un matin pour un stationnement incitatif additionnel, je pense que c'était à Candiac. Et le premier matin que je suis allé, il était plein. Et j'étais vraiment gêné. Parce qu'on n'a pas été capable de prévoir que si on installait un stationnement, que déjà, il n'y avait plus de place. C'était impossible pour moi de dire aux journalistes, d'ailleurs, il reste encore quelques centaines de places, il n'y en avait plus aucune. C'était fini le premier matin. Parce que les gens avaient hâte d'aller prendre l'autobus pour s'en venir. Alors, ce que je veux vous dire, c'est comme gouvernement, cette implication-là, cette conscientisation populaire-là, elle est là. Là, vous avez dit la décarbonisation des transports. C'est presque volontaire, mais ce que je veux juste vous dire, il faut trouver le terme, le mot qui va coller. Parce qu'au Québec, on est comme ça. Hein? C'est ici, maintenant, je vous donne un exemple. Je cherche austérité. Tiens. Alors, ça colle. Est-ce qu'on peut tweeter 100 000 fois, aujourd'hui, tout le monde, décarbonisation des transports? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que les gens vont le prendre? Ça, c'est la communication. Il faut trouver le mot pour que les gens veulent faire avec nous ce qu'il faut faire. Mon voisin, par contre, qui est grec, m'a dit l'austérité, c'est pas ici, c'est en Grèce. Alors, ce que je veux vous dire, trouvons les bons termes, trouvons les bons mots et travaillons ensemble. Vous parlez d'électrification des autobus. Je suis allé 3 fois à la conférence de presse de Lyon. Fantastique. Un autobus de 70 passagers, d'écoliers, 90 km d'autonomie, 100% créé au Québec. On a fait 3 conférences de presse. Il y avait une vingtaine de personnes, dont 18 employés. Je veux dire, on a eu le journal local qui est venu nous faire un petit article. Moi, je vous le dis, un matin, je vais rentrer à l'Assemblée nationale avec l'autobus. Je vais y aller avec l'autobus pour que les journalistes disent, bien, c'est carré au ministre du Transport, puis leur parler de ça. Il faut continuer à se battre. Il faut continuer à prouver. Pas se battre parce que le temps, je vous l'ai dit tantôt, c'est difficile, à prouver l'avantage de l'électrification des transports. Moi, avec mon gouvernement, je vais prouver par des petits pas concrets que c'est réalisable, que c'est avantageux. Et vous savez tous, c'est écologique. Ce bout-là, j'ai pas besoin de le faire. Et il y en a qui le font vraiment très bien. Et je pense que, et je les remercie. Alors, faisons des choses claires, faisons des choses précises, donnons des avantages à ceux qui le font. Et c'est comme ça qu'on va réussir. Alors, pour le texte qui était vraiment bien encadré, sûrement magnifiquement écrit, je ne l'ai pas utilisé. Mais je veux vous remercier à continuer de faire ça. Et si vous avez des idées, et M. Lito, vous savez, on se connaît parce que moi, j'étais impressionné de la création de cette moto électrique 100% au Québec. Et j'ai vu au Salon de la moto, Harley-Davidson, qui a un prototype qu'ils ne vendent pas. M. Lito, vous en vendez, ça fait 2 ans, mais c'est dur, je sais que c'est dur. Et ça fait 2 ans, en fait, j'essaie de l'aider sur des programmes, et à quel point c'est difficile. Et en plus, la norme, vous le savez, vos plaques, au début, les problèmes que vous n'aviez pas le droit d'aller dans une zone de plus de 70 km/h. Alors, j'ai appelé à SAC, ils ont dit, mais ça, c'est la norme, on va la changer, et changer aujourd'hui. Faisons des petits pas concrets pour préparer l'avenir, pas dans 2025.
maintenant. Merci. Alors, maintenant, je vais vous lire l'allocution de M. Poetti qui a... Non, c'est une blague. Alors, sur ce, Voilà, donc le défi est lancé. Donc, sur cette allocution, on termine notre demi-journée. Je remercie beaucoup les panélistes d'avoir été avec nous. Certains d'entre vous êtes venus de très loin, donc un grand merci d'être venus partager votre expertise. Je vous rappelle aussi à tous que la 4e et dernière table d'experts aura lieu donc lundi, le 15 juin prochain, à Québec, dans la capitale nationale, et ça sera sur le thème des hydrocarbures. Vous pouvez toujours consulter le site web du ministère pour en savoir plus sur la politique énergétique. Merci d'avoir été ici et bonne fin de journée.